Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci de vous être rendu disponible pour assister à cette intervention, cette conférence assurée par notre collègue Harouna Méfiré dans le cadre de la chaire Diaspora et Transculturalité. Donc on est très heureux de pouvoir proposer un cycle d'événements académiques comme aujourd'hui, scientifiques, au cours desquels nos collègues partagent leurs travaux scientifiques et d'autres interventions dans d'autres arènes. Nous sommes à l'université Bordeaux-Montaigne, à la Maison des Sciences de l'Homme. Et donc pour pouvoir écouter notre collègue Harouna Méfiré, qui est docteur en sciences politiques de l'université de Chang, située donc dans la région ouest du Cameroun. Il a soutenu sa thèse il y a très longtemps, en février 2023. Donc je plaisante, hein, il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, aujourd'hui, dans le cadre de sa présentation, il va pouvoir valoriser le produit de ce travail doctoral, mais également il met à profit des recherches, du matériau empirique qu'il a récolté ici dans le cadre de l'invitation par, je crois, l'ambassade de France, c'est ça? Voilà, donc on a remercié tout le monde. Donc une visite au laboratoire Les Afriques dans le monde de 4 mois. Tu es arrivé au mois de septembre, voilà. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir accompagner Harouna sur des objectifs pour les mois à venir, c'est-à-dire objectifs de publication, de valorisation, d'intervention, d'animation, d'intégration dans l'équipe de chercheurs, mais également de production de savoir. Voilà, dans le cadre de la chaire Diaspora, on essaie aussi de produire du savoir. Et je suis très heureux que Harouna se soit saisi du dispositif pour jouer le jeu, je vais faire des enquêtes de terrain et je vais restituer quelques résultats à l'issue de ce travail-là. Donc aujourd'hui, Harouna, tu vas nous présenter une intervention intitulée « Diaspora camerounaise et promotion de l'action internationale des chefs traditionnels ». Donc on est très heureux parce que c'est tout à fait dans le thème de la chaire, mais en plus tu vas nous permettre d'articuler, alors c'est situé, ce que je vais dire, un ailleurs, c'est-à-dire le Cameroun, et un ici, d'accord? Peut-être qu'on pourrait le dire l'ailleurs et l'ici différemment. Donc on te remercie de pouvoir présenter ce travail qui va permettre d'articuler différentes échelles, hein, c'est un géographe qui parle, entre le local, l'international, mais aussi voilà, des liens qui peuvent se jouer, des liens sociaux, politiques, et je crois l'économique n'est jamais loin, n'est-ce pas, dans le cadre de l'action de ces diasporas camerounaises. Et sans plus attendre, je te cède la parole et je te remercie. Merci Sylvain de la parole donnée. Je remercie également toute l'assistance et je sortirai par vous remercier une fois de plus pour tout l'accompagnement dont j'ai bénéficié de la chaire et de vous-même. Maintenant, revenu à notre travail proprement dit, il s'intitule « Diaspora camerounaise et promotion de l'action internationale des chefs traditionnels ». C'est un travail en grande partie qui a été basé sur nos travaux de thèse entre 2016 et puis 2022. Et par la suite, nous avons également profité de notre séjour, notre deuxième séjour ici à Bordeaux pour récolter des données et puis actualiser notre recherche. D'entrée de jeu, nous allons présenter notre intervention de façon inverse, c'est-à-dire notre entrée sera autour du mot chef traditionnel. Mais qui sont les chefs traditionnels? Que sont-ils et que sont-ils devenus au cours de la mondialisation et puis des mutations survenues autour des années, après les années 1990. D'où la nécessité de situer l'oratoire sur le contexte et la justification de l'étude. Petit 1, on dira chefferie traditionnelle, mode d'organisation des sociétés africaines précoloniales. Ça, c'est des travaux notamment de Evan Christers et Meyer Force, African Political Science, African Political System.
Dans des travaux de ces deux auteurs, nous avons pu identifier deux types de sociétés, les sociétés de type A et puis les sociétés de type B. Dans les sociétés de type A, ce sont des sociétés hiérarchisées, c'est-à-dire des sociétés qui ont des centres de pouvoir forts et dans lesquels le chef exerce un pouvoir identifiable. Quant aux sociétés de type B, ce sont des sociétés à pouvoir diffus. Le chef est d'ailleurs ici désigné suivant son art oratoire, suivant son charisme, et puis ce sont des sociétés qui, à contrario, ne sont pas hiérarchisées, et le pouvoir généralement n'est pas diffusé de façon héréditaire, c'est-à-dire de père en fils ou bien matriarcal de mère en fils. Alors, le chef, venons-en au rôle du chef. Le chef principal, administrateur du village. On va donc paraphraser un auteur, Dieudonné Miafo, qui a préféré parler du rôle du chef en tant que père du pays. Le chef est alors celui qui assure le lien entre les vivants et les aïeux. C'est encore lui qui abrite les litiges et assure la représentation des populations. Surtout, il a la capacité d'implorer la pluie. Ça veut dire en période de sécheresse, les populations reconnaissent au chef cette capacité surnaturelle à implorer la pluie. C'est alors que dans un contexte de changement climatique accru, ces chefs sont alors attaqués sur leur capacité à lutter contre la déforestation ou bien les inondations, ainsi de suite. Parce que dans l'imaginaire des populations, ce sont des dieux de la terre et du ciel, dont ils ont du pouvoir surnaturel. Alors le deuxième élément, c'est le renforcement de l'hypothèse de la démocratie traditionnelle. On va dire avec un auteur, René Otaïek, que les chefs ne sont pas des empereurs sans spectre. Ça veut dire que dans l'exercice de leur pouvoir, ils sont soumis à des contrebalances, à des jeux d'équilibre de pouvoir. Donc ils n'exercent pas, ils n'ont plus le droit de vie et de mort sur leur population. C'est alors que leur contre-pouvoir se dresse en conseil. Chez les Bamiléko, on a le conseil de 9 et le conseil de 7. Ce sont, si nous étions dans une république, on parlerait d'un ministère de la justice. D'un ministère de la justice. Ce sont ces grands corps-là qui contrôlent le pouvoir du chef, qui contrebalancent le pouvoir du chef. À côté de ces organes visibles, nous avons les liturgies politiques. Ce sont des sociétés secrètes. A dit que ces liturgies politiques sont capables de déconnecter les chefs. On l'a dit plus haut que les chefs rassurent les liens entre le temporel et puis les aïeux de population. Ces sociétés secrètes sont capables de déconnecter les liens entre les chefs et puis ses ancêtres. Et ces liens perdus, le chef devient un homme normal, donc un individu comme tout autre. Donc c'est pour dire, c'est l'hypothèse de la démocratie traditionnelle dans l'exercice des pouvoirs, du chef. Alors nous avons un autre élément qui va toujours nous permettre de nous situer dans le contexte de la présente communication. Il s'agit de l'incorporation des chefferies dans l'administration camerounaise. C'est-à-dire que ce mode d'organisation qui a existé avant la colonisation, pendant la colonisation avec des fortunes diverses, a été réincorporé par l'administration camerounaise au lendemain de 1960. Le 1er janvier 1960 étant la cession du Cameroun à l'indépendance. À partir de 1977, le président Ahidjo, malgré sa politique d'unité nationale qui voulait tout fédérer autour du parti l'UNC, l'Union camerounaise, a pris un acte. Il s'agit du décret 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles. À partir de l'article 20 de ce décret, on voit bien que les chefs sont qualifiés comme des auxiliaires d'administration. Auxiliaires d'administration, c'est-à-dire des bras
séculier de l'administration au niveau local, de relais au niveau local. Actuellement, nous avons la répartition des chefferies en 3 catégories dans les 10 régions du Cameroun. Dans toutes les régions du Cameroun, le Cameroun est une mosaïque de chefferies. Toutes les régions du Cameroun connaissent cette réalité. Dans d'autres, par exemple, dans le centre-sud et puis une partie du littoral, nous aurons majoritairement des chefferies de type B, alors qu'à l'ouest ou bien dans le nord, nous aurons les chefferies de type A, en référence à la catégorisation déjà établie plus haut. Avec les chiffres, nous avons 3 catégories de chefferies, 3 principales catégories de chefferies suivant le décret de 77 au Cameroun. On a les chefs de premier degré au nombre de 80, dont le territoire de commandement s'étale sur un département. Donc, quand on dit chefferie de premier degré, son pouvoir ne peut pas aller au-delà d'un département. Nous avons le chef de deuxième degré au nombre de 875, dont le territoire de commandement ne va pas au-delà d'un arrondissement. Et enfin, nous avons les chefferies de troisième degré au nombre de 12 582, dont le territoire de commandement s'étale au niveau rural, dans le village, au niveau de la ville, sur les quartiers, ce qu'on appelle mosaïquement chef de bloc. Maintenant, il y a un autre élément, c'est que ce sont des chefs dont les populations sont tellement dynamiques. Vers les années 73, avec le choc pétrolier, nous avons remarqué, suivant les travaux de Jean-Louis Ndokbo, intitulé le dynamisme bamileke, un redéploiement puis une reconquête de l'espace territorial par les populations des chefferies bamileke. Ces populations se sont d'abord déplacées vers les zones arabes du Mungo, et puis d'autres zones du Vouri, et puis d'autres régions. Mais avec la mondialisation et surtout la politique des bourses émise par le gouvernement camerounais dès l'accession à l'indépendance, il y a eu une croissance des mobilités vers la France, généralement avec la première génération qui était constituée des boursiers camerounais. Là, c'est les années 80. Cet élément-là va donc accroître l'installation des Camerounais en France. Donc, les premiers Camerounais qui sont arrivés, les premiers membres de la diaspora camerounaise en France sont essentiellement des boursiers. Ce sont des boursiers qui constituent la grande majorité. Arrivés sur les territoires français, ces derniers, avec les fenêtres d'opportunité offertes par la loi française de 1901 portant liberté d'association, vont se regrouper en associations qu'on va qualifier d'associations diasporiques. Ces associations ont donc trois principaux objectifs, autant pour moi. Il y a l'accueil de nos arrivants et des ressortissants du village de passage, et puis la contribution au développement du Cameroun. Donc, sur cette configuration, les associations sont des représentations du Cameroun. Il n'y a pas encore une fixation ethnique. On parlera par exemple d'association des étudiants camerounais en France ou bien d'association des Camerounais de France, sans toutefois faire directement allégeance à l'ethnie d'origine. Encore que suivant dans la situation de ces associations, on va bien voir que le principe mis par le président Ahidjo au Cameroun, permettant de gouverner notamment l'équilibre régional, c'est-à-dire l'association de toutes les ethnies dans les positions de pouvoir, va être incorporé dans ces associations. On verra par exemple, lorsque un président sera passé, on sera obligé d'avoir un secrétaire bamileke et puis un trésorier nordiste, ainsi de suite, pour jouer aux équilibres. Donc voici un élément qui, malgré
malgré cette volonté de fédération, va permettre aux chercheurs, avec un petit recul, de voir que l'élément ethnique dirige déjà ces associations. Venons-en aux objectifs latents. Ça, c'était les objectifs manifestes: accueil des nouveaux arrivants et des ressortissants du village de passage, contribution au développement du Cameroun. Maintenant, il y a aussi dans ces associations des objectifs latents. C'est la contribution au développement des localités de départ. A dit que suivant les travaux de Kamdem, Chouala, Sinjun, Onangini, Yinda, notamment dans le cas des diasporas camerounaises présentes dans la ville de Libreville au Gabon, on voit bien que le migrant, loin au-delà de représenter le Cameroun, est d'abord et avant tout un ressortissant de son village. Donc il y a cette jeune-là du village qui vit en lui. C'est pour cela donc qu'il y a un proverbe à l'ouest, notamment Bamileke, qui dit que l'enfant est d'abord l'enfant du village. Donc, avant d'être de nationalité camerounaise, il a d'abord une identité qui transcende en lui et vit en lui, quel que soit l'endroit où il est établi. À partir de ces remarques, on va donc aboutir à une double affiliation des diasporas à des associations à consonance ethnique, départementale et régionale. Ça veut donc dire qu'un même migrant sera en même temps adhérent à l'association de son pays, le Cameroun, encore à une autre association de sa région, par exemple région de l'Ouest, et enfin à une dernière association qui sera l'association de son ethnie. Dans la région de Nouvelle-Aquitaine, par exemple, sur la base des travaux de Kamdem, on a pu rencontrer un monsieur dont on a dû codifier le nom par ME. Ce monsieur appartient en même temps à l'association Lande Futuni. Futuni, c'est un village de l'ouest de Cameroun. Ensuite, il appartient à l'association culturelle de Bamileke de l'Aquitaine. Ça, c'est une association située à avenue Desclos, 33 377, Attic, près Bordeaux. Donc, Futuni, c'est un village, et puis Bamileke, c'est un groupe ethnique qui est plus large à l'ouest du Cameroun. Enfin, il a avoué son affiliation à l'association mère Communauté Camerounaise de Bordeaux, CSCB. Ça, c'est une association plus large qui regroupe tous les Camerounais, à peu près tous les Camerounais à Bordeaux. C'est une association qui compte environ 6000 personnes dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Elle a été créée en 1997. Maintenant, à partir de ces différentes configurations, on verra que le migrant se constitue comme un missi dominici, représentant de sa chefferie de départ. Et cela va se traduire par la présence des chefs de communautés ethniques camerounaises dans les métropoles européennes. On va donc voir comment, avec la croissance de ce phénomène, les chefs seront donc obligés de désigner des chefs de communauté dans leur... leur rôle s'assimile bien au rôle des ambassadeurs dans les républiques modernes. Donc ils sont représentants de leur communauté de départ et désignés par leur chef. Et on rang de notables d'office dans leur chefferie de départ. C'est le chef qui les désigne et c'est également leur chef de départ au Cameroun qui les installe ici et puis les destitue. Maintenant, on va donc en venir à la haute mutation des lendemains des années 1990 comme élément de renforcement de la visibilité internationale des chefs traditionnels camerounais. Ces mutations sont entre autres la crise économique, la libéralisation politique et la décentralisation résultant de la démocratisation et l'accélération de la mondialisation et puis la résurgence des pandémies et épidémies. Toutes ces mutations mises ensemble
Par exemple, la crise économique a mis fin à un État social, c'est-à-dire un État capable de répondre aux sollicitations des populations dans le cas du Cameroun. Ce qui a à quelque chose, malheur étant bon, ce qui a permis un repositionnement des chefs traditionnels dans la sphère locale et bien nationale. Alors, les chefs ont profité de ces mutations pour se mettre au devant de la scène et puis remplir leur fonction d'auxiliaire d'administration et puis davantage d'administrateurs tout court. Avec la mondialisation et ses flux, cela va également renforcer leur positionnement, si bien que il est fréquent de voir des chefs de l'Ouest, notamment de l'Ouest Cameroun, faire des tournées en fin d'année en Europe pour mobiliser des rentes utiles au développement de leur communauté avec le relais de leur diaspora. Objectif de l'étude. Cette étude se propose d'analyser le positionnement des diasporas camerounaises comme relais des actions internationales des chefs traditionnels. Jusqu'ici, les travaux de Sindjoun, Chouala, Onan, Guinée, Pierre Camden ont statué sur l'organisation des diasporas camerounaises à l'étranger, notamment à Libreville et puis en France, en étudiant ces diasporas comme des ensembles homogènes de prospection du Cameroun à l'étranger, sans davantage s'intéresser à ce qui se joue en dedans, à savoir que les membres des diasporas ont tendance à attirer des rentes vers leur village et puis leur ethnie d'origine. Posture théorique et méthodologique. À partir de quels matériaux étudier cet objet d'étude? Nous avons d'abord un courant théorique, le transnationalisme de Joseph Nye et Robert Kuan. À travers le transnationalisme montre comment l'État central est contourné par des unités internes. Donc, a dit que pour ce courant théorique, l'État n'est plus le principal maître de l'action internationale. Il est donc contourné par des acteurs du dedans et du dehors. Maintenant, les méthodes d'analyse. Nous avons convoqué la sociologie historique et le néo-institutionnalisme historique repris par Bellan. Par le néo-institutionnalisme historique, nous voyons donc comment l'institution qu'est la chefferie traditionnelle s'adapte aux opportunités du moment, aux crises, et puis se réinvente au fil des crises. On va dire que la chefferie s'est réinventée avec les pandémies et puis la crise économique, avec la bénédiction de la mondialisation, a pu se saisir de ces diasporas pour renforcer leur pouvoir avec des rentes utiles au développement de leur population. Alors, les techniques de collecte des données, on a essentiellement utilisé les techniques qualitatives, autant pour nous, les entités semi-directives, observation directe, participantes et non participantes, et la consultation des données de premier main. Car pour la plupart des cas, ce qu'on appelle généralement conventions, dans ces cas, ce ne sont pas des conventions écrites, ce sont des conventions orales. Les chefferies étant par essence des sociétés orales. La base de données recueillies on se basait sur la base de données recueillies dans le cadre de la préparation de notre thèse entre 2016 et 2022. Ces informations ont été actualisées en 2024 au cours du séjour de recherche à Bordeaux. Pour crédibiliser les résultats de cette étude monographique, il convenait de se situer soi-même en migrant de circonstances pour parcourir cet espace transnational. Donc, il fallait investir les milieux des diasporas pour mieux comprendre ce qui se passait. Après une étude faite au Cameroun, il fallait réactualiser les informations ici à Bordeaux. Et surtout, nous avons dû
effectué un déplacement à Bruxelles. Parce que ce déplacement c'est d'autant important dans la mesure où la diaspora camerounaise représente le 1/10 de la population belge. Donc nous sommes à 12 000 migrants camerounais en Belgique. Surtout, c'est une diaspora, on va dire, substantielle et qualitative, dans la mesure où nous avons près de 500 médecins camerounais qui exercent en Belgique. Et c'est aussi, enfin, une diaspora proactive qui est propre aux manifestations. C'est la base, suivant nos échanges avec son Excellence Evina Ebe, ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et puis auprès de l'Union européenne. C'est le siège du mouvement contestateur du régime de Yaoundé, à cause des libertés que la Belgique offre aux manifestations publiques. Donc voilà la principale raison pour laquelle nous étions obligés de faire ces déplacements à Bruxelles pour un peu voir le parallèle. Ces informations complétées, actualisées en 2004 au cours de notre séjour à Bordeaux, on l'a dit. Maintenant, cette conférence s'articule en deux grandes parties. Et si on se posait trivialement la question suivante: quelles sont les manifestations de la promotion de l'action internationale des chefs traditionnels camerounais par les diasporas? Donc, comment la diaspora camerounaise, notamment en France, promet-elle l'action internationale des chefs traditionnels du Cameroun? On pourrait répondre par deux articulations, à travers la paradiplomatie d'une part, et puis la mise en relation dans des réseaux et les forces transnationales. En grand temps, parlons de la paradiplomatie, du rôle de diaspora camerounaise dans la mise en relation des chefs de leurs chefs de départ par la paradiplomatie. La paradiplomatie, concept forgé par Soldatos, est fortement relayé dans les travaux de Stéphane Paquin, fait référence à la montée ou bien à la conquête de l'espace international par des entités sub-étatiques et subnationales. Il peut s'agir par exemple de communes, des régions, des départements et des départements. Par la paradiplomatie, il s'agit notamment de l'investissement de la scène internationale par les acteurs suscités. Cet investissement se faisant exclusivement soit par la connexion avec les organisations intergouvernementales ou par la connexion avec les organisations étatiques, les régions ou bien les communes. Donc ici, ce sont des unités formées par les États ou bien sous contrôle des États exclusivement. C'est à cela que se limite la paradiplomatie. Petit 1, nous avons choisi d'étudier ces éléments à partir de deux chefferies. Petit 1, on va voir les diasporas Bamejou et la paradiplomatie du chef Sokoujou. Ce chef, pour ouvrir une parenthèse, est le plus ancien en poste au Cameroun. Il est devenu chef en 1952. Donc il cumule environ 60... Il est à près de 70 ans de règne. C'est un chef aussi qualifié de chef rebelle dans la mesure où il a été parfois très proche du parti UPC au Cameroun. Donc il a fait les plus grandes prisons politiques du Cameroun. Et ses sorties sont toujours contre le régime en présence. C'est un chef qui, malgré son caractère analphabète, parce qu'il n'est pas allé très loin à l'école, il est allé à l'école jusqu'aux classes de cours élémentaire 1. Cours élémentaire 1 au Cameroun.
je ne sais pas ce que ça représente en France, cours élémentaire, en l'école primaire, 3 années à l'école primaire, c'est là que... Donc malgré cela, il s'est cultivé jusqu'à il a fait un cours en alternance à Sciences Po Paris. C'est des éléments qui certainement vont favoriser sa projection à l'international. Mais là n'est pas le cas dans le cadre de ce travail. Dans le cadre de ce travail, on s'est arrêté au niveau de ces actions internationales posées grâce au relais de sa diaspora. Parmi ces actions, donc, on a la mise en relation avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, laquelle mise en relation a permis l'aménagement de la salle de l'UNESCO à la chefferie Bamejou et l'initiation du projet lié à l'inscription de la chefferie au rang de patrimoine mondial de l'UNESCO. Le premier élément, à savoir l'aménagement de la salle de l'UNESCO, a été réalisé. Nous y étions en 2017, 2019 et puis en 2021. C'est une salle qui a été réaménagée et restaurée et qui sert des salles d'hôtes lors des réceptions des personnalités étrangères. Il y a d'ailleurs reçu l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Ensuite, il a reçu l'ambassadeur du Cameroun en Suisse, son excellent Binzi, et puis les successifs ambassadeurs de France au Cameroun, il y a également reçu. Donc, cette œuvre de l'UNESCO fait date. Maintenant, l'initiation du projet lié à l'inscription de la chefferie au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO reste toujours en cours. Autre élément de son action internationale avec le relais de sa diaspora, on a la mise en relation avec la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Grâce à GIZ, la chefferie a bénéficié de la construction et de l'équipement en 1997 du centre de santé intégré de Balassi. Ça, c'est une localité située à Bamejou. C'est un centre de santé moderne. Au Cameroun, c'est un centre de santé de 5e catégorie qui accueille régulièrement des malades. Et surtout, avec ces travaux, GIZ a également construit un logement d'astreinte. Parce que dans les villages reculés au Cameroun, il n'est pas facile pour un fonctionnaire de résider sans moyens. Sans des moyens primaires qu'on retrouve en ville, le courant, l'eau potable, ainsi de suite. Donc GIZ a donc conçu cela pour fixer le chef de centre sur place. Maintenant, il y a un deuxième exemple, c'est le cas du chef Bangwa, qui a bénéficié de l'association des enfants du Ndé en France. Les enfants du Ndé en France, c'est un regroupement de diaspora ressortissant du département du Ndé à l'ouest du Cameroun. À travers cette relation, on a la mise en relais du chef Bangwa avec Veolia Environnement France et autres partenaires. Ça, c'était dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau du village Bangwa. Vous allez voir à travers cette image un entretien de tête-à-tête entre Sa Majesté Jean-Paul Tachouan Julio et l'ancienne ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robichon. Ça, c'était dans le cadre du projet d'eau de Bangwa. Vous voyez, ils sont devant la chefferie en train de mener un tête-à-tête. Le projet d'eau de Bangwa a été initié en 2006 avec l'appui des diasporas Bangwa en France, notamment en Île-de-France, dans la région de l'Île-de-France. Ici, en image, nous avons l'ouverture ou bien ce qu'on a appelé la mise en eau du projet d'eau de Bangwa, c'est-à-dire le premier goutte qui sortait des ponts sous l'instigation du chef accompagné de l'ambassadrice de France
au Cameroun. Vous pouvez voir à travers l'image la joie de l'ambassadrice Christine Robichon. Et puis, à la gauche, je ne sais pas si c'est à sa gauche ou à sa droite, c'est suivant l'angle de vue. Vous avez une dame. La dame là, à cette époque, elle était maire de Baganté. Elle est aujourd'hui ministre chargée de l'urbanisme et de l'habitat. C'est Madame Célestine Kécha-Coutez. Parce qu'à travers ce projet, le chef Bangwa a pu mettre en relation l'Association internationale des maires francophones et la mairie de Baganté que dirigeait à l'époque Madame Célestine Kécha-Coutez. Donc vous voyez par quelle articulation, nous voyons donc par quelle alchimie la diaspora peut réussir à intégrer chefferie traditionnelle commune et puis une association internationale, l'association internationale des maires francophones. Figure-toi, l'eau ne s'est pas seulement limitée au niveau de la chefferie, elle a été disséminée presque dans tout le village Bangwa. Ce village compte environ une trentaine de kilomètres carrés de superficie. Vous voyez là, ça c'est un autre quartier des adolescents en joie. Des adolescents en joie en train de recueillir de l'eau. Donc ça, c'est les deux éléments, les principaux éléments qui entrent dans la paradiplomatie des chefs traditionnels du Cameroun en relais avec la diaspora. Nous nous sommes limités seulement aux actions qui étaient faites avec l'appui des diasporas, car certains chefs au Cameroun préfèrent mettre en avant leurs équations, leurs capitaux personnels. Par exemple, il y a certains chefs qui avant de se replier à la chefferie ont été membres du gouvernement, ont été ambassadeurs. C'est le cas du sultan roi de Bamoun, Ibrahim Bombodjia, qui a préféré entrer en relation d'abord avec le conseil général de Haut-de-Seine, dirigé à cette époque par Charles Pasqua pour la construction d'un hôpital au palais, pour la construction d'un hôpital dans son palais. On a qualifié cet hôpital d'hôpital du palais du roi. Cela était une équation personnelle dans la mesure où il a été un proche camarade de classe de Charles Pasqua. Donc Charles Pasqua est devenu président du conseil général de Haut-de-Seine et puis lui sultan roi de Bamoun. La relation s'est d'aujourd'hui. C'est également ces filons-là qu'il a utilisés pour entrer en coopération avec la République arabe d'Égypte, où il a été pendant longtemps ambassadeur, pendant une vingtaine d'années ambassadeur du Cameroun, pour l'envoi de médecins dentistes dans sa chefferie pour des soins gratuits aux populations. Donc là, ça était des équations personnelles qui n'ont pas eu besoin du relais de la diaspora. C'est pour cela que nous ne nous y sommes pas attardés. Maintenant, le deuxième et dernier élément de notre présentation s'articule les diasporas camerounaises de France et la mise en réseau. Donc, à côté de la paradiplomatie, ces diasporas contribuent également à mettre en réseau leur chefferie avec des acteurs transnationaux. Les acteurs transnationaux sont ici des unités qui ne sont pas toujours contrôlées par les États. Donc, le premier élément, nous avons la communauté Bamoun de France et la mise en réseau du sultan roi de Bamoun. Ici, la communauté Bamoun de France a favorisé. La communauté Bamoun de France s'illustre par au moins deux projets. On a la rénovation de l'hôpital protestant de Djissé par Prodeso. Prodeso, on peut attendre projet franco-camerounais de développement solidaire. Cet hôpital, créé en 1906, dans les années 2005, présentait déjà des signes avancés de délabrement. C'est alors que la communauté camerounaise de France, à travers l'association de Bamoun de France, dénommée ASBAF, a initié un projet qui sera réalisé sur 12 mois entre juin 2012 et
juillet 2013. Ce projet d'un coût total estimé à 332 766 € a été réparti entre les 3 parties prenantes, Prodeso, Hôpital des JC et ASBAF. Le plus grand coût revenant à Prodeso, ASBAF a pu jouer un rôle de relais d'interconnexion entre les différentes parties. Encore qu'au cours de nos enquêtes, on s'est bien rendu compte que la partie réservée à l'hôpital de JC n'a pas été totalement honorée, faute de moyens. Donc Prodeso a pris en charge presque entièrement ces travaux. Quid des travaux réalisés? Comme travaux réalisés, on a eu un service d'urgence et de réanimation fonctionnelle et facilement accessible. La mise sur pied d'une banque de sang fonctionnelle et sécurisée, renforcement des capacités du personnel dans l'administration des soins d'urgence aux patients et surtout la construction et l'équipement du morgue à 12 tiroirs. Avant ces travaux, le département du Noun ne jouissait que d'une seule morgue, celle logée à l'hôpital public, c'est-à-dire l'hôpital du district de Foumban. Et cette morgue, par ailleurs, ne contenait que 6 tiroirs. Donc, lorsqu'on avait déjà 6 corps enregistrés, on n'en pouvait plus. La capacité d'accueil était largement atteinte. On était parfois obligé, le morgue était parfois obligé de superposer les corps dessus. Ce qui faisait que les populations étaient obligées d'aller garder le corps dans d'autres départements, soit à Bafoussam, situé à environ 60-80 km, et puis par ailleurs, ce qui causait beaucoup de peine. C'est dans ce contexte qui a motivé, entre autres, l'association de Barons de France à initier ce projet. Ce projet aura également un impact sur la capacité d'accueil de l'hôpital. On voit bien que les travaux se sont déroulés entre 2012 et 2013. Donc, le taux de fréquentation de l'hôpital, taux de consultation est passé de 2851 en 2009 à 3224 en 2010, puis 3364 en 2011. Donc, on voit qu'avant 2011, le taux de fréquentation était environ de 3500. Ça, c'était la fréquence. Mais après le travaux, au moment de nos enquêtes en 2020, on a vu que ce taux a été multiplié presque en 2, au point où on est arrivé à 6857 consultations en 2 au cours de l'année 2020. Également, la communauté camerounaise de France, pour parler de la diaspora, la communauté Bamoun de France, pour parler de la diaspora Bamoun, logée en France, a également mis en réseau le sultan roi de Bamoun avec l'ONG Culture, Vacances et Loisirs du département d'Yvelines, laquelle ONG a entrepris depuis une dizaine d'années un partenariat avec certains villages du Nord, dont Meti et Maram. De ce partenariat, on note la construction des salles de classe grâce à l'expertise des ingénieurs sans frontières, et puis la réalisation des études en vue de la construction d'un barrage hydroélectrique à Maram. Or, le royaume Bamoun est une zone qui souffre pour beaucoup de problèmes d'électricité. Il y a presque de coupures intempestives à tout moment. Et surtout, les dimanches sont des jours dénommés jours noirs. Donc, il y a des coupures. Quand vous arrivez le dimanche, il est très difficile d'y être un dimanche avec l'électricité. Ce qui a amené la diaspora à chercher des solutions pour pallier à ce problème. Surtout que avec ce problème, les sources d'énergie, les sources d'énergie allaient impacter sur le projet de morgue, sur la morgue qui venait d'être conçue et causer des pannes à répétition. Maintenant, la diaspora peut donc intervenir, la diaspora camerounaise en France peut donc intervenir en groupe ou bien de façon différenciée. Encore comme on l'a dit plus haut,
les membres de la diaspora, pris en couple ou individuellement, jouent un rôle de relais, sont d'abord des relais de leur groupe ethnique dans leur localité d'installation. Nous avons choisi, suivant le contexte de la chaire diaspora, de la chaire Dianate, de nous intéresser à un membre de la diaspora installé dans la région de Bordeaux, dans la zone de Bordeaux. Il s'agit de Pierre de Gaëtan Djikam, l'élu de la mairie de Bordeaux et l'interconnexion du roi Bamoun au cercle d'influence. Donc on va voir à travers cette figure comment un membre de la diaspora va se servir de son capital, social, bien va mettre son capital, son carnet d'adresse au profit de son chef traditionnel de départ. Il va donc ce dernier installé dans la ville de Bordeaux depuis bientôt 30 années et surtout élu à la mairie de Bordeaux et puis à la métropole, à Bordeaux Métropole. Il a initié entre autres le Journée de diaspora africaine et plusieurs autres cercles de réflexion. Il a d'abord commencé par collaborer avec Feu Sultan Djimolo Seydou. Ça, c'est le 18e roi de la dynastie. Ensuite, la collaboration s'est accrue sous le règne d'Ibrahim Bombondjoua 19e roi. Et cette collaboration s'est accentuée sous le règne depuis 2021 avec l'avènement du sultan Mohamed Nabil Forifom Bombondjoua. Cette relation va donc permettre la mise en relation de ces derniers avec des cercles d'influence proches de M. Pierre de Gaëtan Djikam. On va donc le voir dès 2014 avec la participation du sultan Mohamed Forifom Bombondjoua à la 10e édition du Rebranding Africa Forum tenu à Bruxelles. Ce dernier sera par ailleurs parmi les key speakers, dont il sera parmi les principaux, le sultan sera parmi les principaux conférenciers. Il entretiendra l'assistance sur le rôle d'un chef traditionnel dans la modernité. Également, M. Pierre de Gaëtan Djikam a facilité l'adhésion de ce sultan au Supreme Council of African Royal, dont la réunion fondatrice est tenue du 15 au 16 novembre 2024 à Genève. Là, vous avez en image le sultan Forifom Bombondjoua. À sa gauche, vous avez M. Thierry Haut, qui a été le principal organisateur d'Africa Rebranding Forum. À la gauche de M. Thierry Haut, on a Madame le Premier ministre de la République démocratique du Congo, dont le pays était l'invité spécial, qui représentait par l'occasion M. Etienne Tshisekedi, président de RDC. Et ici, pour l'ensemble de ses œuvres en faveur de sa communauté, M. Pierre de Gaëtan Djikam a d'abord été nommé en septembre. Il a été d'abord nommé en septembre comme responsable de la coopération internationale de la Fondation Ngone. La Fondation Ngone, c'est le bras séculier, c'est l'organisation bras séculier du royaume Bamoun en charge des questions de développement. Et par la suite, parce que nous sommes là le 7 décembre 2024, il a été anobli comme notable de la cour. Ça, on l'appelle Nji au Cameroun. Donc, il a été anobli comme il a été fait notable de la cour. Notable de la cour, ça veut dire il fait partie des proches conseillers du roi. Vous allez voir là, il est en train de saluer le sultan ici.
c'est une photo d'adoubement. Et ça, c'était pendant le festival Ngoun. Ça, c'est un festival qui permet... Plus haut, nous avons parlé, nous avons évoqué l'hypothèse de la démocratie traditionnelle. Ça, c'est un festival au cours duquel le roi est jugé sur l'ensemble de son activité durant les 2 années passées. C'est-à-dire, on soumet le roi devant l'interrogatoire du peuple à travers les parlementaires, les parlementaires du peuple qui sont le Fonangon. Donc, avant chaque 2 années, avant la célébration de ce festival, ces élus du peuple sillonnent toute l'étendue du royaume Bamoun. Ça, c'est environ 7000 km² pour recueillir les opinions des uns et des autres, des autres sur la gouvernance du roi. Le jour du Ngoun venu, ce dernier est donc interrogé et est astreint à donner des réponses convaincantes aux sollicitations de population. Entre autres, à cette édition, lors de la dernière édition, il a été interrogé sur la déforestation avancée du royaume Bamoun qui cause des conséquences sur les changements climatiques. Et aussi a été également interrogé sur son laxisme à se trouver une deuxième épouse. Puisqu'on est amené à avoir plusieurs épouses. À la deuxième question notamment, il a donné le OK pour qu'on lui présente une deuxième épouse dans les jours à venir. Donc c'est pour montrer l'importance. Ce n'est pas que du rituel, c'est des faits, ce sont des faits. Maintenant, on a une deuxième association, à côté de l'association de Bamoun et de la diaspora, on a toujours l'association des enfants du Ndé, qui revient cette fois-ci dans la mobilisation du réseau. Plus haut, nous l'avons plutôt étudié en termes de paradiplomatie. Donc, l'association des enfants du Ndé France est l'investissement du chef Bangwa dans le projet financé par la fondation EDF. La fondation EDF étant considérée ici comme un réseau. Donc, ce projet a été inauguré le 13 novembre 2024. Donc, nous sommes environ à 1 mois. Il s'agit du projet de restitution du champ solaire du centre de santé de Baloué. Ce projet financé par la fondation EDF à hauteur de 17 000 € a été porté par les enfants du Ndé France, maître d'ouvrage. Avec une durée de vie de 15 ans, ce projet réalisé par l'entreprise Aide Volt Ampère ayant consisté à l'installation de 12 panneaux vise à injecter de façon matérielle 12 kV ampères dans ce centre en permanence. Le centre de santé de Balou en question a été créé dans les années 2013. Jusque-là, ce centre avait de la peine à recevoir des malades faute de son alimentation en électricité. Fort de ce constat, le chef de centre s'est rapproché du chef du village Bangwa, Sa Majesté Djampou Tchachon Anik Julio, qui à son tour a répercuté cette doléance au niveau de la diaspora Bangwa en France, constituée de l'association des enfants de D, lesquels ont donc joué le jeu en interconnectant le chef avec l'association, avec la fondation EDF Électricité de France. En conclusion, on peut donc voir à la suite de cette étude le maintien de l'allégeance des diasporas à leur chefferie de départ à travers le relais de leur chef sur la scène internationale. Donc l'on voit donc pour faire prospérer les études initiées par Luc Sinjoun, Onan Guini, Yinda et autres Pierre Kamdem, les diasporas camerounaises
se présentent davantage comme des relais de leurs ethnies de départ. Donc, elles ne sont pas toujours des défenseurs d'intérêts du Cameroun pris comme un groupe homogène. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Nous restons ouverts pour vos observations et questions qui feront davantage améliorer l'état de cette question en réflexion depuis nos travaux de thèse. Merci une fois de plus à Sylvain pour l'occasion donnée. Merci. Donc, encore une fois, merci à Yoreni, comme on dit, me semble-t-il, au pays Bamoun. Merci beaucoup pour cette présentation, donc tout à fait dans les normes académiques. Hein, vraiment, on te remercie d'avoir dressé le contexte, puisque on peut imaginer que tout le monde n'est pas un spécialiste du Cameroun, et c'est important de comprendre on peut dire le poids, si ce n'est l'emprise politique de systèmes d'encadrement des populations, on va dire, mais ça m'amènera à te poser une question tout à l'heure. Et puis, merci d'avoir souligné ton positionnement théorique, méthodologique, ainsi que des résultats. Un grand merci aussi, parce qu'on est ravis d'avoir, quand on a des chercheurs invités, parce que ce n'est pas toujours le réflexe parfois, de tous les chercheurs. Un grand merci pour mobiliser de la bibliographie camerounaise, en fait. Voilà, beaucoup d'auteurs camerounais, donc ça c'est d'une grande richesse, et c'est tout à fait pertinent. Alors peut-être, je ne vais pas monopoliser la parole, mais on a vraiment apprécié la manière dont tu as souligné le rôle des chefferies, mais peut-être que pour incarner la complexité, je pense, de ces affaires-là, de la manière dont tu as présenté l'administration. Je ne sais pas s'il y a une dualité ou une double administration ou une administration multiple entre le rôle des chefferies traditionnelles et l'administration locale. Peut-être si on pouvait prendre un exemple très concret pour montrer comment ça fonctionne de manière très précise. Par exemple, pour l'accès au foncier. Je me souviens parce que mes premières aventures de chercheur, c'était justement au Cameroun il y a quelques printemps, et j'essayais de comprendre l'agriculture urbaine, et en fait j'essayais de comprendre comment on accède à de la terre en ville. Et donc on arrive avec des représentations, et là on se rend compte qu'il y a on va dire différentes logiques en matière de régulation foncière, et qui ne sont pas forcément aisées à comprendre. Donc voilà, c'est une question que je te pose. Est-ce que tu pourrais expliquer en fait concrètement comment ça fonctionne d'un point de vue de la régulation foncière, accéder à un terrain, cette multiplicité des régimes fonciers ou de régimes fonciers multiples, doubles. Merci. On te remercie aussi évidemment d'avoir insisté sur ces questions d'identité. C'est vrai qu'on le village auquel on se rapporte, c'est toujours quelque chose qui semble assez fort, mais je transforme cette remarque en question. Tu parlais d'une double affiliation au village, à la nation, peut-être à une région, et ne penses-tu pas que maintenant il y a aussi des questions de génération qui vient peut-être nuancer cette double affiliation, ou du moins peut-être atténuer l'affiliation à un village? Et je pense en particulier à un bon nombre de personnes qui se revendiquent d'un village, mais qui vont au village de manière très épisodique, etc. Donc peut-être qu'il y a une question de génération. En fait, je parle des jeunes, bien évidemment, qui sont plus de la moitié de la population, donc dont il faut tout à fait tenir compte. Donc voilà, le rôle des diasporas comme relais des actions des chefs locaux, tu l'as présenté avec des exemples divers de paradiplomatie. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant de voir en fait la diversité des champs d'intervention, d'une. Et je suis très content que tu aies conclu sur cette question-là. On ne s'était pas entendu sur ça, mais de montrer que effectivement on peut voir peut-être des effets de compétition à l'accès à ces rentes,
qui sont peut-être des rentes du développement. Et quand je lisais ton papier, ça m'a fait penser aux travaux d'Olivier de Sardan sur les courtiers du développement. Dans l'enjeu, c'est de se positionner, d'obtenir une position de rente pour devenir l'intermédiaire en fait entre les guichets internationaux et les populations locales qui sont, elles, amènent d'exprimer des besoins. Et donc, est-ce que toi, tu observes ces effets de compétition pour l'accès à ces rentes? Et navré, c'est un géographe qui pose la question. Et est-ce que cette compétition-là, tu peux la voir en termes de, c'était un peu un des éléments de ta conclusion, de fragmentation des territoires? C'est-à-dire des territoires qui vont bénéficier de la rente parce qu'on a une élite locale qui a accès à ces diasporas, et d'autres territoires qui seraient moins pourvus de capitaux sociaux, politiques, etc. Et du coup, si on regarde ça d'un point de vue de l'organisation de l'espace, voilà, ça pose des questions en termes de cohésion des territoires et peut-être de fragmentation des territoires. Et voilà, je m'arrête là avant de te proposer de répondre, et puis ensuite on pourra prendre des questions dans la salle. Merci. Oui, merci, cher Sylvain. Je vais commencer. Vous allez nous permettre de commencer par la dernière question pour avoir une idée fraîche. Donc, il faut dire que la population bamileke où ce travail a été beaucoup basé est une population de compétition. Vous pouvez entendre Bangwa et Bangou. C'est deux villages différents. C'est deux villages différents dans la mesure où il y aura des compétitions, même si ils sont limitrophes, il y aura des compétitions entre les fils qui sont installés dans la diaspora. Donc c'est un enjeu de dénomination territoriale très prononcé. Il y a des compétitions entre eux. Ce qui fait que, par exemple, où on a vu comment l'association des enfants d'Indé s'est mobilisée par exemple le projet d'eau de Bangwa. Mais toutes les chefferies de l'Ouest en souffrent. On pourrait se demander également à la même population de se mobiliser pour un autre village. Encore que, comme elle s'est mobilisée pour le projet d'eau de Bangwa, à notre rencontre avec le chef Bangwa, parce que c'est un chef tellement ouvert, il est âgé d'une quarantaine d'années, on échange beaucoup sur WhatsApp, tout comme au Cameroun, on échange beaucoup. On a vu que la même réactivité avec laquelle l'association des enfants d'Indé s'est mobilisée pour l'addition de son village n'a jamais été prononcée lorsque le même chef, pour le compte de l'association des chefs du département d'Indé, là c'est le département d'Indé plus global qui a au moins 16 chefferies, lorsque le même problème a été posé de façon confédérale, jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore de solution. Vous voyez que ce sont des gens qui sont... Ce sont des individus qui sont très proactifs quand il s'agit de leur village de départ. C'est peut-être une forme de patrimonial, politique de l'affection au sens de signes ou bien de patrimonialisme qui se projette au niveau de l'international. Donc, pour dire sur cette question, on va dire que ce sont des gens qui sont très prompts à réagir lorsqu'il s'agit de leur localité de départ, ce qui va naturellement causer des problèmes au niveau de fragmentation et de développement des territoires. Vous n'allez pas, par exemple, demander à un membre de la diaspora comme M. Pierre de Gaëtan Djikam, qui s'est mobilisé pour le roi, sultan roi de Bamoun, d'en faire de même pour un Lamido du Nord. Encore qu'avec le Lamido du Nord, le problème d'identité va se poser, puisque lui étant chrétien et le Lamido musulman, le courant aura du mal à passer. Alors que dans le cas du royaume Bamoun, le roi a mis en avant l'identité Bamoun de Ndjikam, en mettant de côté Pierre de Gaëtan, qui est un non-chrétien. Il s'était intéressé. Donc ce sont des mariages, des subtilités à prendre en compte dans ce jeu. Maintenant, sur la question foncière, il y a une réalité au Cameroun. Pour obtenir le titre foncier au Cameroun, il y a un document qu'on demande qui n'existe pas en France. C'est l'abandon des droits coutumiers.
abandon de droits coutumiers. Ça veut dire que pour entrer en possession, pour faire un titre, établir un titre foncier au Cameroun, il faut avoir un papier signé par le chef de la localité. Dans des places, il y a toujours des pratiques de contournement, de corruption, entre autres. Mais toujours est-il que ce problème foncier demeure un serpent de mer au Cameroun. Pour le cas, par exemple, du sultan Foro-Fombobo Nabil, dès lors qu'il est arrivé sur le trône, le 10 octobre 2021, le premier acte royal qu'il a pris, c'était d'interdire l'immatriculation foncière dans le royaume Bamoun. Donc vous voyez comment un chef peut autant oser, n'étant qu'auxiliaire d'administration, il a pris l'acte d'interdire l'immatriculation foncière dans le département du Noun. Dans la question foncière, il y a une double autorité sur la question foncière au Cameroun. Même lorsque vous parvenez à avoir un terrain, les populations vous exigeront de leur donner à boire. Et ça se fait à l'intermédiaire du chef. Sinon, vous aurez tous vos papiers délivrés, mais vous ne pouvez pas avoir accès au terrain. On vous a envoyé, vous serez poursuivi par des forces mystiques. Vous pouvez être poursuivi par des forces mystiques. Maintenant, je pense qu'il y avait une autre question sur la génération, l'identité. Je pense que la zone Bamileke est encore, malgré la mondialisation, c'est une zone encore très rattachée à son identité. Si bien qu'on verra, lorsque un Bamileke a un succès, connaît un succès dans ses activités, ou bien un malheur, on l'appelle au village pour le laver. On appelle cela laver, c'est-à-dire enduire ces dernières d'huile, ainsi de suite. Pour ceux qui suivent généralement l'évolution de l'équipe nationale du Cameroun, vous verrez que malgré que la Coupe du Monde se joue en Corée-Japon et qu'on l'a préparée en France, il y a toujours qu'avant de rallier Corée, bien qu'étant en France, on ne part pas directement de la France pour Corée. On fait d'abord un tour au Cameroun pour dire au revoir. Dans cet au revoir-là, beaucoup de choses se passent dans la nuit. C'est aussi la même chose pour les migrants. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y a encore un enracinement. Même si on comprend que cela se fait au fur et à mesure. Toujours est-il que on a plus peur de la malédiction que des sanctions des tribunaux modernes. Donc encore que cette malédiction est donc détenue par les chefs. C'est ça qui fait encore leur autorité. Merci pour ces questions. Il se passe pas mal de choses dans la nuit. Je ne sais pas s'ils ont pris l'avion de nuit. Pour ceux qui... Je vais prendre le micro et proposer à des personnes de poser des questions. Je ne doute pas qu'on aura une question qui pose sur les questions de mobilisation des diasporas comme moyen de légitimation des élites locales. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question? Si oui, lève la main. Merci Aruna pour cette très bonne présentation qui nous fait vivre en fait une certaine réalité camerounaise à sensiblement 7000 km du Cameroun. Donc après ta présentation, il y a eu des points qui m'ont super intéressé et je vais te poser en fait un ensemble de 3 questions. La première question, en fait, je vais revenir sur les chefferies traditionnelles telles que tu les as très bien classées. Chefferie de premier degré, chefferie de deuxième degré, chefferie de troisième degré. Et là, tu faisais un rapport, en fait, avec leur dimension beaucoup plus dans le sens administratif de ce qu'on va appeler aujourd'hui l'État, en faisant de telle enseigne qu'une chefferie de premier degré, en fait, elle correspond à un département.
une chefferie de 2e degré, généralement un arrondissement, et une chefferie de 3e degré, beaucoup plus dans les villages. Je pense qu'en fait, je ne sais pas trop, cette classification, en fait, pour moi, ne permet pas parfois de rendre compte de peut-être de la réalité de comment ça s'organise, en fait. Parce que pour moi, je pense qu'une chefferie, pour qu'elle soit de 1er degré, il faudrait qu'elle ait, en fait, en deçà d'elle, 2 chefferies de 2e degré. Parce que le chef de 1er degré, c'est lui qui commande les chefs de 2e degré. Et pour qu'il y ait une chefferie de 2e degré, il faut qu'il y ait des chefferies de 3e degré. Et là, il y a un ordre hiérarchique traditionnel qui existe et que je pense qu'avant la colonisation a toujours existé, où on appelait des grands chefs, aujourd'hui dont on garde les noms, comme le royaume Bamoun, dont tu as eu à citer. Ça fait que le chef Bamoun, le sultan Bamoun, je ne connais pas très bien chez les Bamoun, puis je connais très bien chez les sudistes aussi. Mais je sais que chez les sudistes, c'est ce qui existait. Il y avait ce qu'on appelait un très grand chef et qui avait des relais, en fait, de 2e degré. Peut-être ce n'était pas des 2e degré. C'était en fonction de ce qu'on va appeler des clans ou des ethnies. On peut appeler, par exemple, dans le sud Cameroun, il y avait le grand chef Boulou. Maintenant, comme chez les Boulous, il y avait beaucoup d'Mvok. Les Mvok pouvaient donc être en fait en fonction de plusieurs dimensions. Il y avait donc les différents grands chefs d'Mvok. Et chez les Mvok, il y avait les grands chefs de famille. C'est ça qui est devenu aujourd'hui des groupements. Par exemple, et aujourd'hui, la dimension est très complexe. C'est pourquoi je préfère qu'au niveau départemental, ça crée de problèmes. Par exemple, si on va dans la région du Sud, dans le même département du Dia et Lobo, dont je suis originaire, il y a 2 chefferies. La chefferie traditionnelle, Boulou de Sambidma, qu'on va appeler la chefferie Esseux, sauf que les Esseux sont Boulou. Et la chefferie de Dombis, qui est également une chefferie Boulou, sauf que les deux sont des chefferies de 1er degré. Et ça, c'est politique. C'est pourquoi, parce que si je voulais venir à l'aspect politique, de montrer que c'est aussi politique. Et ça ne pouvait pas se comprendre, parce que on devrait avoir un seul chef Boulou du département de Dia-et-Lobo. Sauf que même chez les Boulous, ça va déranger en fait en termes de subdivision. Et là, toi, tu peux mieux le comprendre, toi qui es spécialiste de ce domaine, que ça a été l'œuvre quand même politique de Martin Benenga-Eboutou, qui était Esseux, qui a voulu que dans le département de Dia-et-Lobo, qui n'est pas un département de moindre au Cameroun, c'est le département de Paul Biya, qui est 2 chefferies traditionnelles de 1er degré dans un même département. Raison pour laquelle je trouve qu'à partir de là, peut-être il faut aller revoir en fait cette autre classification en termes de chefferie de 1er degré. Là, c'est peut-être une remarque. Bon, pour aller dans l'autre question en fait, elle porte beaucoup plus, ça revient un peu plus ou moins à la question que Sylvain a posée sur la puissance je vais appeler des différentes chefferies, avec les 2 paradigmes que tu as mobilisés, à savoir celui du réseau que la diaspora crée envers le chef et celui de la paradiplomatie. Je pense que là, quand même, c'est un peu trop surenchéri la réalité camerounaise, quand je sais, en fait, avec certaines réalités, qu'aller à l'étranger, comme on l'a dit au départ, toi-même, c'était par des bourses. Et la bourse, elle était aussi à tête chercheuse. C'était les premiers territoires qui ont bénéficié de l'église catholique ou de l'église presbytérienne. Ça fait que pour aller à l'étranger, ce sont ces premières personnes qui sont allées, qui ont commencé aussi à faire ce qu'on appelle, toi tu comprendras l'expression, attirer les autres. Dans le sens où quand tu es dans la diaspora camerounaise, pour qu'on sache que tu as réussi ta vie, il faut que tu ramène d'autres personnes en fait dans le territoire. Partant de ce constat, il peut y avoir un problème dans le sens où il y a quand même des zones où il n'y a jamais eu des personnes qui sont dans ce que tu appelles la diaspora en fait. C'est-à-dire il y a encore des territoires où personne ne peut se revendiquer d'être de la diaspora ou bien d'appartenir à ceci. Est-ce que ces chefs-là, ils peuvent bénéficier des 2 paradigmes que tu as fait? Si on prend un chef dans un petit village perdu de Djoum au Cameroun, qui est dans une localité partagée entre le Gabon et les Pygmées, et lui qui mange le manioc, il fait comment pour bénéficier de tout ce que tu as dit en fait, à savoir de la paradiplomatie, puisque la seule diplomatie que lui là, c'est le villageois qui vit à Djoum et qui n'a jamais pris l'avion. Parce que prendre l'avion aussi, ça demande de l'argent. Ça demande de l'investissement, ça demande d'autres choses. Comment est-ce que dans ta classification, tu ne vois pas que c'est aussi certaines zones qui ont été peut-être des zones de priorité d'éducation ou des zones de priorité de capitaux en termes de rétribution, en termes de ministres étatiques et tout, qui bénéficient de ce que tu es en train de dire. Et c'est pourquoi le cas d'Ibrahim Boumondjoya, ça passe très bien, parce qu'il faut rappeler quand même que dans la communauté Bamoun, le président Aïdjo avait pour ce que je peux appeler intellectuel le frère du roi, qui était... Haruna Njoya, le père de Mbomo Njoya, ça fait que c'est une famille qui a toujours bénéficié. Et elle fait partie de ce que les gens appellent les familles régnantes camerounaises. Est-ce que tout le monde, tous les chefs peuvent bénéficier de ça? La dernière question que je peux te poser, elle est un peu titilleuse. C'est que la plupart aussi, en dehors de l'Ouest Cameroun,
dans le grand centre, le littoral et le sud, quand même les chefs traditionnels, ce sont aussi des ministres en fonction. Quand on est ministre, on veut être soit chef traditionnel de son village, etc. et tout. Et à l'ouest Cameroun, les ministres sont des grands notables de la communauté quand même. C'est des grands notables qui parlent avec le chef et tout, dans un objet que j'étudie qu'on appelle l'émotion de soutien. D'ailleurs, ces ministres signent avant le chef traditionnel. C'est-à-dire le chef vit aussi parfois en fonction de ses ministres, parce que ces ministres peuvent proposer ce chef comme sénateur, comme on l'a vu dans le cas, je crois, dans les hauts plateaux quand même. C'est-à-dire où on va voir Luc Sinjun, que tu as longtemps cité, comment son action aussi va se jouer avec le chef pour que le chef soit sénateur nommé par le président de la République. Comment ces chefs vont donc accepter de l'aide quand on sait que c'est eux qui sont censés pourvoir au développement des populations? Or, en acceptant de l'aide, cela montrera aussi dans une certaine mesure une inaction du développement étatique en fait, c'est-à-dire qu'ils sont feignants pour parler comme des Camerounais. C'est-à-dire qu'ils ne font rien pour leur population, ils attendent que les aides viennent. Et tu sais que les populations sont très critiques vis-à-vis de ce genre de choses, que le chef a accepté de l'aide de quelque part. Et comment ça se joue donc, comment ces chefs font pour en fait bénéficier de l'aide, alors qu'ils sont à la fois aussi des gens qui doivent pouvoir en fait au développement de ces différentes populations. Je te remercie pour les différentes réponses. Bon, merci tout d'abord pour les remarques qui collent avec, qui nous replongent dans la réalité camerounaise. Au fait, sur la classification parlant des territoires, premier degré, c'est l'étendue d'un département. C'est une manière de dire que le territoire d'un chef de premier degré ne pouvait pas aller au-delà d'un département. Donc, dans un même département, on peut avoir plusieurs chefs de premier degré, comme c'est le cas dans le nord Cameroun, tout comme dans certains arrondissements, on a des chefs trois chefs de premier degré, de deuxième degré. À Fombot, par exemple, il y en a 3. Jindam, Jikotou, ainsi de suite, sont des chefs de premier degré. Dans le... Maintenant, sur la question qui consiste à voir si les aides ne remettent pas en question la légitimité des chefs auprès des populations. Cette question, je l'ai posée au chef Bangwa et il m'avait répondu en ces termes. Lui, il est un chef chasseur. Donc, il utilise la stratégie de la calebasse. La calebasse est formée comme ça. Tout ce qui entre dedans et qui puisse être utile à la population, il les capte. Maintenant, par rapport à la zone du sud dont tu faisais allusion, on a vu que le dynamisme des diasporas était différencié en faveur de leur zone. En faveur de leur zone de dépôt au Cameroun, on a vu que les diasporas qui étaient ressortissants du centre, encore que dans le nord, la diaspora est presque inexistante. C'est une diaspora qui ne va que dans les pays voisins, Tchad, Nigeria, Niger, et puis revient. Dans la zone du centre, les membres de la diaspora étaient parfois moins dynamiques en termes de redistribution en faveur de leur localité de départ. Cela peut avoir une explication anthropologique en termes de lien avec la chefferie. Parce qu'on a dit les chefferies de l'ouest et puis du nord, c'était des chefferies de type A. Donc là, l'autorité du chef a encore pu se prononcer. Par exemple, pour prendre un exemple patent, à l'ouest, on ne peut pas s'asseoir autour d'une même table avec le chef. Alors que dans les zones du centre, sud, dans un bar, vous êtes capable de partager un même verre avec un chef. Donc c'est peut-être ces éléments-là qui peuvent expliquer la latence des diasporas issus de ces zones à investir dans leur village. Parce que nous avons cherché, nous sommes dans ces études depuis 2016. Il était très difficile de trouver des exemples patents de mobilisation dans ces zones. Même en bas, qui est une zone de 3 frontières, c'est-à-dire que vous êtes à 3 km du Gabon, 3 km de la Guinée équatoriale partagée par une même ligne territoriale. Mais il est difficile de voir des populations qui sont femmes, qui sont toutes les ethnies femmes.
de mobiliser des rentes de part et d'autre, en dehors des mariages intercommunautaires. C'est des éléments qui nous ont interpellés sur des forces anthropologiques pour comprendre ces éléments, cet ensemble de choses. Merci une fois de plus, Roger. Ça nous permet de revoir nos papiers. Il y a peut-être une géographie finalement à creuser. Oui, en fait, moi, je ne connais pas ce terrain, mais j'avais une question par rapport aux questions de genre. Quel est le rôle des femmes dans l'équilibre des pouvoirs des chefferies? Est-ce qu'elles influencent ou Oui, bon, c'est une très bonne question, dans la mesure où dans la chefferie, il y a les institutions. On a parlé des conseils, des grands corps, ainsi de suite. Et il y a une institution qu'on appelle reine-mère dans les chefferies, c'est-à-dire la mère du chef. C'est un pouvoir, c'est tout un pouvoir. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle l'oncle du chef. L'oncle du chef, c'est-à-dire le chef de famille maternelle du chef. Donc la reine-mère, c'est-à-dire celle qui a accouché le chef, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir elle a un pouvoir sur le chef. Dans la mesure, dans son imaginaire, le chef est toujours un enfant. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on introduise le chef, on fait sortir cette dernière, la chefferie, pour l'amener très loin. Oui, pour que son influence sur le chef diminue. Toujours est-il que pendant les cérémonies, elle est obligée de venir et elle est associée à une société secrète. Sur l'image, je crois j'avais une image là pour vous montrer la position un peu d'une mère de chef. Voilà, c'est l'image en question. C'est un peu sur l'image là, c'est un peu fou. Là, à gauche du roi, vous voyez une dame avec les lunettes noires. Là, sur la photo, vous voyez une dame avec les lunettes noires. C'est la mère du sultan Nabil Fombobo. Vous voyez qu'elle est presque assise à la même loge. À la loge royale. Ça, c'est là une signification. À la gauche de la dame en question, vous voyez également un homme en gandoura. C'est son père, c'est le père de la dame en question. C'est des institutions. Ce sont des institutions dans les chefferies, des institutions qui ne sont pas visibles à première vue, mais qui ont des significations. Merci. Merci. Oui, on retrouve ça dans d'autres registres aussi, des dames de l'ombre qui ont beaucoup de pouvoir, même au plus haut niveau, je crois, au Cameroun. Ouais. Y a-t-il une autre question? Ah, critères géographiques, la distance. Bonsoir, merci infiniment pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est normal parce que je connais absolument rien sur le sujet. Le sujet m'intéresse quand même parce que j'avais travaillé juste un tout petit peu sur les mouvements pour la restitution du patrimoine africain et notamment un petit peu sur le rôle des chefferies, comment elles s'insèrent dans des réseaux internationaux justement pour revendiquer la restitution de certains objets culturels, rituels, etc. Et donc, j'avais deux questions. Ma première question, c'était peut-être un peu centrée sur le concept de paradiplomatie. Et je pense que quand on parle de diplomatie, on parle aussi d'intérêt. Donc, je voulais savoir, déjà, Sylvain en avait un peu parlé, donc à partir de la notion de courtier de l'international. Mais finalement, quels sont vraiment les intérêts de ces chefferies à s'insérer dans des réseaux à l'international, à recevoir ces aides, etc., de tous ces bailleurs de fonds, mais aussi quels sont les intérêts de ces bailleurs de fonds à les financer, à travailler avec ces chefferies. Et deuxièmement, c'était aussi pour savoir finalement comment ces initiatives sont perçues par l'administration centrale camerounaise, notamment parce que, comme je vous avais dit, j'avais un tout petit peu travaillé sur ces questions de la restitution. Et je me rappelle que la chefferie Com, par exemple, avait
revendiquaient la restitution de certains objets et que ça avait provoqué beaucoup de conflits en fait, avec l'administration centrale camerounaise, notamment dans le fait que, selon eux, ça allait contrevenir à l'identité nationale de revendiquer un certain objet par une certaine chefferie et pas par l'État national. Et donc, lié aussi à cette question-là, finalement, mais ça rejoint peut-être certaines autres questions, mais est-ce que ces réseaux-là de ces chefferies sont complètement autonomes de l'État central camerounais, ou au contraire, est-ce qu'ils sont investis, peut-être captés par lui, et peut-être certains réseaux de certaines chefferies, plus particulièrement par rapport à d'autres, comme Roger par exemple faisait référence que certaines chefferies sont peut-être plus visibilisées, enfin plus en lien avec l'administration centrale camerounaise que d'autres. Donc voilà un peu mes questions sur ces enjeux-là, et merci encore. Bon, moi, je dirais que merci pour vos questions. Je dirais sur la question des rapports avec l'État en lien avec les aides, que l'État camerounais, on s'est bien rendu compte autour de cette étude qu'il fallait encore, on va dire, recycler les diplomaties, les diplomates qui sont en service dans le ministère des Relations extérieures du Cameroun. Parce qu'au moindre échange avec ces derniers, ils sont calés sur l'idée que c'est l'État le Cameroun en tant qu'État qui reste et demeure le seul acteur des relations internationales au Cameroun, avec ses démembrements que sont les régions et puis avec ces démembrements que sont les régions. Néanmoins, il y a des chefs qui sont subtils dans la mesure où à chaque réception de ces dons, ils font intervenir un membre de l'État central, soit le sous-préfet, soit le gouverneur, ou alors le préfet. Toujours est-il que ces derniers sont présents parfois pour leur bon de carburant, ou bien surtout que lorsque l'État n'a rien à dépenser, ils interviennent. Mais c'est lorsque l'État doit dépenser ou bien donner, ou bien le ministre des Finances doit donner un acte un arrêté pour que le produit soit le produit au niveau des frontières soit exonéré des douanes. C'est où ça commence à causer problème. Il y a eu un vaste projet dans une chefferie Batoufam, qui est resté dans les tiroirs jusqu'à nos jours, juste parce qu'il fallait l'autorisation du ministère de l'eau et de l'énergie. Donc la partie française était déjà d'accord, le chef d'accord, par le lien de diaspora et tout. Maintenant, il fallait que l'État central réagisse. Vous verrez bien que le projet que j'ai cité là, la plupart de ces projets doivent leur succès au fait qu'ils n'ont pas eu besoin de l'autorisation ou bien des financements, surtout de l'État du Cameroun. Ils n'ont pas eu besoin du financement du Cameroun. Maintenant, le deuxième enjeu, c'était de savoir si mes souvenirs sont exacts, c'est que cela représente pour le chef ou bien les vrais enjeux, je dirais comme ça, des donateurs. Bon, maintenant, on analyse là maintenant comme politologue, on sait que derrière un don, il y a toujours des sous-entendus. À Batoufam, par exemple, il y a eu un bloc des ouvrages français qui constituaient un don. On s'est rendu compte qu'en réalité, c'était des ouvrages qui n'étaient plus au programme en France depuis une dizaine d'années. Donc, c'était une sorte de... Les gars se sont déportés de ce projet pour les reverser à Batoufam qui n'étaient pas dans le... Maintenant, au niveau du chef, le chef a aussi, à côté du don, il a aussi un autre enjeu. Ce sont des êtres humains avant tout, ils veulent aussi voyager. Ils veulent aussi prendre l'avion. Et quand ils prennent donc l'avion, ça devient donc un enjeu de compétition entre eux. Ils disent, je suis un chef chasseur. Ou bien dans le cadre d'un chef, c'est le chef Batoufam, on l'appelle le chef international.
On l'appelle chef international. On appelle l'autre, celui de Bangwa, chef chasseur. Donc quand il rentre, quand il revient de tourner au pays, il dit, j'étais le chef. Le chef chasseur est de retour. Il réunit la population, il fait une grande cérémonie pour montrer le trophée de la chasse. Premier trophée, coopération avec, dans le projet d'eau de Bangwa, par exemple, coopération avec tel, deuxième trophée, électrification solaire du centre de santé, ainsi de suite. Ce qui le repositionne, ce qui lui donne davantage de la légitimité. Merci. Bonjour. Déjà, merci pour la présentation qui était super intéressante. Moi, je découvre beaucoup de choses parce que je suis ni expert des diasporas, ni expert des chefferies, donc j'apprends plein de choses, ça a été très intéressant. Moi, j'avais une question, du coup, plus de curiosité. Je pense que... Est-ce que c'est vraiment une question qui est très intéressante du point de vue scientifique? Mais on sait que la diaspora camerounaise est quand même une diaspora qui porte le mécontentement politique contre l'État en place, etc. Moi, je me demandais est-ce que la diaspora, elle était dans une quelconque mesure, elle faisait de la contestation sur les chefferies qui étaient en place, ou est-ce que pas du tout? Non, au contraire, on remet pas en question l'autorité du chef traditionnel. Voilà, je sais pas si ma question est super claire, mais voilà, en gros, est-ce que des fois la diaspora peut contester les décisions des chefs traditionnels? Bon, je vais d'entrée de jeu vouloir lever l'équivoque. Là, tel que vous formulez votre question, je vais préférer qu'on parle des diasporas. Parce que prendre la diaspora dans un sens, on va parler des diasporas camerounais. Je dirais donc à cette question, je voudrais répondre à cette question en disant que cette diaspora conteste davantage les chefs qui sont en alliance assez prononcée avec le pouvoir en place. Donc cette diaspora dont vous parlez, il s'agit par exemple de BAS ou brigades anti-Sardina. Ce sont des diasporas révolutionnaires qui sont contre le pouvoir en place. Donc ils combattent les chefs qui sont très liés au pouvoir. Ils se sont manifestés lors du dernier séjour du sultan Ibrahim Bombodjia en France. Ils ont voulu faire des choses tout de même en 2022 lors du séjour du sultan Mohamed Nabil en France et puis en Belgique. Ils ont voulu se manifester et puis certains membres de la diaspora de la communauté Bamoun en France ont produit des ultimata. Et puis, au fait, ils manifestent leur mécontentement contre les chefs qui sont plus en alliance avec le pouvoir en place à Yaoundé. Alors, il nous reste quelques secondes pour une vraie question. Sujet, verbe, pour l'interrogation. Ça revient surtout sur ma dernière question et la réaction, et c'est la même question que Thomas reposait, sur ce quand tu dis ça dépend des chefs qui sont en alliance avec le pouvoir. Moi, je te poserais la question de savoir, à part le roi Sokoudjou, s'il y a un chef au Cameroun qu'on identifie qui est contre le pouvoir, quand on sait que la plupart des chefs sont des amis du pouvoir. Pourquoi Alidio se légitimise en fait véritablement au Cameroun, c'est parce qu'il s'est mixé dans le temps, dans les nominations des chefs, dans des familles. Ça fait que la plupart des chefs de premier degré, c'était finalement des personnes qu'il aurait choisies par amitié, et etc., qui sont devenus ses grands amis. Même dans le royaume Bamoun, on sait tous que quand l'Ouest Cameroun s'est ligué contre Paul Biya en 92, sur le Ibrahim Boumondjoya, qui avait été déjà quand même ministre de Paul Biya, qui a permis que Paul Biya, en fait, sorte un peu de la tête du lot dans la partie de l'Ouest. Donc j'allais te demander, et Évariste Faupoussi, je ne sais pas si tu l'as lu, faut-il brûler les chefferies traditionnelles? Il a posé cette question, en fait, en montrant que les chefferies traditionnelles sont toujours des relais du pouvoir central de Yaoundé. Raison pour laquelle, dans le Sud, je disais que ça peut être un peu plus complexe, parce que les chefs du Sud, c'est vrai qu'on va démontrer qu'au Sud, c'était des chefferies diffuses, etc. et tout. Je suis d'accord avec ça, mais je ne crois pas, en fait. Parce que dans mon village également,
je respecte mon chef, en fait. Même si on peut boire une bière, ça dépend d'ailleurs de quel chef. Les chefs sont des... Famen Dongo, qui est le ministre de l'enseignement supérieur du Cameroun, est un chef. Est-ce que tous les gars du village peuvent boire la bière avec lui? Non, parce qu'il a un autre pouvoir qui est le pouvoir étatique. Et dans le Sud, à Mbam, quand tu citais, la plupart des chefs du Sud sont des ministres, en fait. Et du coup, demander de l'aide à l'international montrerait, en fait, c'est que je montrais de l'aide, va délégitimer, en fait, leur action. Du coup, ça crée, en fait, quand même quelque chose que je pense qu'il faut encore peut-être voir, qui peut être plus complexe, en fait, avec la complicité étatique, pour revenir avec la question de Thomas. Peut-être il faudrait peut-être encore rediscuter dans ce sens en voyant juste la partie du Sud et en voyant aussi qu'on ne peut pas être chef si ce n'est pas le pouvoir central qui nomme. Parce que c'est par élection, pour bien expliquer peut-être à ceux qui ne savent pas aussi dans la salle, c'est par élection qu'on devient chef, même si on accepte que ce soit héréditaire quand il n'y a pas d'opposition dans la famille. Mais de plus en plus, l'administration centrale s'y mixe dans les nominations de chefs pour mettre aussi les amis, en fait. Tu l'as vu à Banjul, je crois, où on a dit qu'un chef ne meurt pas par accident, mais un chef est mort par accident. Parce qu'on partait dans le sens où c'est le pouvoir central qui l'a mis, il n'était pas le vrai chef désigné. Ça fait donc que je te repose la question des Faris Fopoussi. Est-ce qu'on doit brûler les chefs traditionnels ou les chefferies traditionnelles parce qu'ils sont vraiment des relais de l'administration centrale? Bon, là, c'est une question qui relève du rapport entre l'administration centrale. Il est bien vrai, il n'est pas possible d'entrevoir une chefferie dans le contexte camerounais qui soit à l'encontre, qui soit à dos du pouvoir central, dans la mesure où elles sont des auxiliaires d'administration. Et c'est encore l'administration qui, lorsque la population se soulève, qui vient avec les forces de maintien de l'ordre, et ainsi de suite, pour les sécuriser. Donc, ce sont des gardiens de la tradition, qui sont utilisés, qui sont dans des jeux de rapport avec le pouvoir central pour maintenir. Toujours est-il que ce ne sont pas des jeux à somme nulle. Chacun anti-parti pour son maintien. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on est peut-être arrivé au terme de cette conférence et des échanges. Donc, on vous remercie vraiment pour votre participation. Merci encore, Dr Harouna Méfiré. Merci pour cette présentation. Merci à la chaire. Et puis à très bientôt pour d'autres événements.